Je vais vous parler un petit peu de l'exercice de la citoyenneté en parlant du droit de vote. Donc premièrement, si je réussis à faire fonctionner ça, je vais vous parler très rapidement de quelques rappels de texte et d'une présentation très générale de la problématique. Ensuite, je vais avoir la joie de vous parler d'une étude que nous avons réalisée sur le vote en établissement grâce à la Fondation Médéric Alzheimer. J'ai eu beaucoup de joie à recroiser la fougue bienveillante et très positive de Michel Frémontier, ainsi que de Federico et Fabrice Gzil également. Et après, plutôt que des conclusions, je vous présenterai très humblement quelques éléments de réflexion, peut-être avec des idées de progrès qui pourraient être faits pour améliorer le droit de vote, le respect du droit de vote des personnes qui ont des maladies d'Alzheimer ou apparentées. Donc, pas énormément de textes. Premièrement, une loi de 2005 qui précise que l'accessibilité des bureaux de vote et des techniques de vote concerne les personnes handicapées, y compris celles qui ont un handicap mental ou psychique. Ensuite, dans un autre cadre, la Charte des droits et libertés de la personne accueillie en établissement qui précise que les personnels des établissements doivent prendre toute mesure utile pour permettre l'exercice effectif de la totalité de l'exercice des droits civiques des résidents. Et ensuite, on en a déjà peut-être un petit peu parlé. Qu'en est-il du droit de vote des majeurs sous tutelle? Vous savez maintenant que les personnes, que c'est le juge des tutelles, lors d'une ouverture ou d'un renouvellement d'une mesure de tutelle, qui décide si il permet à la personne protégée sous tutelle de conserver la possibilité d'exercer son droit de vote. Et un décret d'application précise que maintenant le certificat médical du médecin appelé improprement expert précise les conséquences de cette altération des fonctions cognitives sur l'exercice de son droit de vote. Alors, pourquoi s'intéresser à cette question-là, surtout quand on est médecin? Disons, premièrement, parce que comme tout citoyen, le droit de vote concerne tout citoyen. Deuxièmement, les principes de non-discrimination est affirmé dans la loi, et donc il est important de faire respecter ce principe. Deuxièmement, parce que ça concerne un nombre très très important de personnes, on ne va pas revenir sur les chiffres qu'on a abordés ce matin. Troisièmement, parce que les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou apparentées, pour des raisons diverses, sont très très attachées à l'exercice de leur droit de vote. Et on peut donner comme exemple deux études observationnelles américaines qui ont montré que le taux de participation des personnes vivant chez elles et ayant une maladie d'Alzheimer était comparable à des personnes du même âge non atteintes par une maladie. Alors après, je vais essayer très très rapidement et improprement de donner quelques éléments de réflexion. Ça a été repris dans un certain nombre d'articles, essentiellement américains, depuis une dizaine d'années, sur comment un peu poser le problème. Donc, premièrement, il est important pour un principe de non-discrimination et d'égalité des citoyens de respecter le droit de vote des personnes qui ont une altération des fonctions cognitives et qui sont en situation légale de voter. Deuxièmement, ça doit se faire, et c'est consubstantiel à respecter l'intégrité du processus électoral. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre le vote des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ou apparentée, qui sont en situation légale de voter et qui expriment le désir de voter. Il faut également ne pas favoriser un détournement de leur vote. Ces questions-là se posent différemment selon le contexte, bien évidemment, que ce soit que les gens vivent toujours à domicile, chez eux, ou alors qu'ils vivent en établissement. Il y a un certain nombre d'études, même si elles sont peu nombreuses, qui ont permis de donner des éléments sur les difficultés qui peuvent être rencontrées sur le terrain. Premièrement, une étude américaine qui montre qu'en long séjour, il y a des difficultés pour l'exercice du droit de vote et que les patients, les familles et les personnels sont souvent en difficulté, que les procédures sont très hétérogènes. Deuxièmement, il y a une grande question qui se pose, c'est quelle est la réponse à l'échelon du pays pour répondre à la question est-ce qu'on permet ou pas le droit de vote des majeurs protégés. Il y a eu un jugement important qui fait un petit peu date si on s'intéresse à la question, en 2001 aux États-Unis, où une cour fédérale a condamné l'État du Maine pour avoir privé automatiquement de droit de vote 3 citoyens qui étaient mis sous tutelle
alors que par ailleurs, ils suivaient des études de doctorat. Donc ça a conduit la Cour à définir une définition des capacités de vote, et ça a conduit des auteurs américains à mettre au point un questionnaire de capacité de vote. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, observationnelles ou plus fondamentales, et comme il y avait relativement peu de choses faites en France, ça nous a donné l'idée et l'envie de faire quelques études. Donc je vais vous en parler d'une que nous avons réalisée grâce à la Fondation Médéric Alzheimer, qui portait sur l'étude des conditions de l'exercice du droit de vote des citoyens accueillis en établissement lors des élections européennes de 2009. Donc on avait pour objectif de regarder si les résidents pouvaient voter, et puis de décrire un petit peu plus comment les choses se passaient en pratique. On a randomisé 150 à peu près établissements, EHPAD ou USLD, à partir de l'annuaire 2008 de la Fondation, dans la région Île-de-France et dans 2 régions rurales qui sont l'Auvergne et le Limousin. Et on a soumis ce questionnaire par téléphone en interrogeant la personne qui était le plus au courant dans l'établissement de l'organisation du vote. Donc, il y a 95 établissements qui ont répondu, ce qui représentait un peu moins de 9500 résidents, dont 4900 avaient une maladie d'Alzheimer, 55 EHPAD, 40 long séjour, et vous voyez que le taux de participation était très faible, 4%, à comparer au taux de participation de 42% dans les 3 régions concernées de la population globale. Je n'ai pas réussi à avoir les chiffres pour appareiller avec l'âge, et que les raisons de l'abstention avancées par le référent vote étaient un manque d'intérêt pour le vote, une incapacité cognitive, une altération physique et des problèmes pratico-pratiques de procédure dans 32% des cas. Ensuite, pour préciser les procédures qui étaient en vigueur, vous voyez qu'à peu près dans 2 tiers des centres, il y avait une personne responsable de superviser, d'organiser le vote des résidents qui étaient désignés, que dans 2 tiers des centres, il y avait des procédures écrites ou orales d'organisation du vote qui étaient précisées, avec, vous voyez, qui concernaient uniquement les inscriptions sur les listes électorales des résidents à l'entrée dans la résidence, uniquement dans 25% des établissements. Les aides étaient proposées plus fréquemment pour le vote, avec une proposition systématique de voter avant les élections, des aides pour faire établir une procuration ou pour aller au bureau de vote dans plus de 75% des centres. Une autre question qui nous paraissait importante, c'est est-ce que vous, établissement, vous pratiquez une évaluation des capacités de vote des résidents? Et les référents répondaient à la question oui dans un peu plus de 50% des cas. Ensuite, c'était un peu plus de 6 mois après la mise en application de la loi sur la réforme du droit de vote des majeurs sous tutelle. On a posé la question aux référents vote, est-ce que vous savez comment ça se passe pour la possibilité de voter des personnes qui sont sous tutelle? Et en fait, il y avait 9% uniquement des résidents qui savaient que c'était le juge qui décidait au cas par cas. Donc il y a probablement un effort à faire, même si probablement les résultats auraient été meilleurs si on avait fait l'étude cette année. Donc en conclusion, sur cette étude, et de façon générale, même si c'est une question extrêmement difficile et plus facile à la limite de se dire qu'il y a peut-être certaines choses qu'il faut éviter plutôt que de dire il faut faire comme ça, je pense que si on garde à l'esprit qu'il faut essayer, quand il y a l'expression d'un désir de vote par une personne qui a une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée et que cette personne est en situation légale de voter, plutôt que de se poser la question si elle est capable ou pas capable de voter, sachant qu'il n'y a aucun consensus et que ça pose des questions extrêmement compliquées et que si on n'est pas juge, on n'a pas de légitimité pour décider pour cela, il faut, je crois, plutôt s'efforcer d'aider la personne, de lui permettre de voter sans bien sûr se substituer à elle pour le contenu du vote lui-même. Donc ça veut dire des choses qui probablement qui sont probablement les plus faciles, mais essayer de lutter contre les barrières physiques. Ça veut dire également essayer de lutter contre quelques barrières cognitives du genre rappeler, porter à la connaissance des patients, de leur famille, de leur entourage, des personnes qui sont autour d'elles, leurs droits, leur rappeler simplement qu'il y a une élection, les papiers à faire, les rappeler qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales. Déjà, si on travaille pour faire des progrès sur cette question-là, je crois que ce sera déjà très positif. Alors, il y a d'autres questions qui se posent sur le droit de vote
et la tutelle. Et je crois que sur ce point de vue-là, le droit français est en avance sur bien des pays démocratiques. Peut-être il y a une autre dernière piste, je dépasse d'une seconde, pour dire que probablement les partis politiques devraient faire des efforts aussi pour présenter leur programme sous une forme adaptée aux malades. Il y a eu quelques enquêtes, je crois, de fait là-dessus, et les partis politiques répondent de façon pas du tout systématiquement. Donc voilà, c'est un champ des possibles, et puis je pense que les études observationnelles sont utiles et que c'est important de faire connaître ces travaux-là. Merci beaucoup.